demander aux membres de la table ronde de venir. Et tout d'abord, Madame Carola Hein. Si, il est là, mon Nicolas Humbert avec un I. Et puis, Tobias. Voilà. Nous avons deux personnes qui seront en visio. C'est donc Yann Alix et Valérie Amand. Oui. Allez-y. Venez donc près de moi. Notre table ronde est vraiment la suite de tout ce qu'a dit Myriam. C'est-à-dire, en fait, tout le monde s'attache à un point ou à un autre, mais jusque-là, nous n'avions pas vraiment parlé des rapports entre les ports, entre les villes, et cet ensemble, eh bien, Carola Hein est une spécialiste. Elle a une formation d'architecte urbaniste et elle est spécialisée, elle a écrit de nombreux livres, dont l'un sur les ports et les villes. Et donc, c'est un sujet que l'on n'a pas vraiment abordé. Et donc, grâce à elle, nous allons pouvoir prendre connaissance de ces problèmes et bien entendu des solutions qu'apportent les spécialistes. Et tout d'abord, je lui demanderai de nous expliquer l'AIVP que je ne connaissais pas, que fait l'AIVP, et puis après ça, je vous laisserai parler des ports et Port City, voilà. Est-ce qu'il marche ? De temps en temps, il marche. Voilà. Merci beaucoup de cette invitation et merci de cette introduction. Je pense que on a besoin vraiment d'une vision différente de la mer vers la terre, au lieu de toujours regarder de la terre vers la mer. Et ça va être un des propos principaux que je voudrais tenir. Maintenant, vous m'avez demandé de présenter un peu l'AIVP. Oui, rapidement, hein, oui, mais oui. Comme je ne connaissais pas, j'étais pas le seul, voilà. L'AIVP est l'Association internationale Ville-Port, qui a fait du très bon travail depuis plusieurs, 30 ans à peu près, pour amener le contact ville et port. Et maintenant aussi avec les territoires. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée que les villes-ports sont une entité particulière qui a besoin une attention différente que, par exemple, les villes-capitales. Demain, il y aura Bruno Del Sal qui présentera aussi l'AIVP. Moi, j'ai le plaisir d'être expert de l'AIVP et du coup, j'ai participé à plein d'événements. Et le propos de l'AIVP comme petite NGO, comme petite organisation, d'essayer de regrouper tous ces partenaires qui sont importants dans ce complexe, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment tracer. Et surtout, leur initiative de regrouper ces projets autour des Sustainable Development Goals, comment ça se dit en français, de l'UNESCO, de l'ONU, pour le développement les buts pour le développement durable. Et là-dessus, ils organisent des conférences tous les 2 ans pour leurs membres. Ils ont des activités comme l'éducation, mais aussi des propos pour aider à engager plus au niveau durable. Mais pourquoi tout cela et à quoi ça aide? Je pense que ça a commencé, AIVP a commencé au Havre avec Antoine Ruffenac à l'époque. L'idée, c'est de dire les villes-ports sont particuliers. Et les villes-ports sont particuliers parce qu'ils ont, depuis des centaines d'années, engagé la mer. Ils ont un savoir-faire sur l'eau et ils ont investi dans l'eau, dans les ports, dans les infrastructures depuis très longtemps. Maintenant, on est en face d'un changement climatique. On voit que l'eau non seulement augmente, mais qu'elle aussi, elle change dans sa qualité, elle change, la pluie change, l'eau change dans la terre. Ce n'est pas seulement à un niveau. En principe, les villes-ports ont dans le passé toujours eu l'attitude de guider les transports à travers. C'est-à-dire il y a un savoir-faire maritime qui est unique. Et je pense que cela, on peut le mettre en valeur pour engager le futur. Cet engagement
même si je suis à l'université technique de Delft, doit être technique, mais elle doit aussi être sociale et culturelle. On ne peut pas engager des technologies, à mon avis, si on n'a pas le support de la population ou des institutions pour le faire. Et dans cette dimension aussi, je pense qu'il faut regarder les villes-ports d'une manière plus large, c'est-à-dire dans les années 80, on a commencé à revoir les espaces le long de la côte, les espaces des anciennes warehouses, etc. Mais ça, c'est juste une partie. Aujourd'hui, il faut regarder à plus grande échelle parce que les centres logistiques, ils sont à 50 km à l'intérieur et les ports s'occupent de ces terrains-là. On est en face d'un engagement entre le port et la ville. Vous aviez dit avant, les ports travaillent pour le développement durable. Ils doivent le faire. Ils étaient aussi les ponts d'entrée du pétrole pendant 150 ans. Dunkerque, entre autres, était un des premiers ports où le pétrole est rentré. On a fait une exposition sur l'or noir à Dunkerque pour montrer comment le pétrole a transformé le port et la ville. Mais maintenant, on doit engager d'autres énergies qui sont moins polluantes. Comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on réussit à abandonner tous ces investissements qu'on a fait dans le passé? Là-dessus, je pense qu'il faut repenser le territoire et entre autres ce qu'on essaye, parce que vous demandiez aussi au niveau universitaire ce qui se fait, on est en train d'utiliser la cartographie pour montrer le rapport ville. On est en train de finir un Port City Atlas pour 100 territoires ville-port pour montrer le rapport de l'eau à la terre, parce que ce qui se passe dans l'eau est différent dans chaque ville-port. Tous les villes-ports transportent les mêmes choses et pourtant ils sont tous différents. Dunkerque n'est pas Rotterdam, n'est pas Naples, n'est pas Barcelone et le rapport avec la ville change. C'est-à-dire, pour terminer, je pense qu'il faut regarder à la grande échelle du territoire, qu'il faut regarder à travers le temps, parce que chaque ville-port a sa propre histoire, qui a ses propres institutions, sa manière de faire qu'il faut valoriser. Et je pense qu'au-delà de la technologie, il faut inclure les systèmes, institutions, la culture, pour amener les gens à avoir les mêmes valeurs, des valeurs maritimes qui aident à éduquer les enfants, à avoir des nouveaux pratiques maritimes, etc. Et une des choses que l'université peut aider, par exemple, nous, on a un groupe qui s'appelle Port City Futures dans les universités Leiden, Delft et Erasmus. Et on a fait plusieurs cours ouverts qui sont free online et je peux vous envoyer les informations après. Très volontiers. Oui, effectivement, les ports sont très différents les uns des autres et nous, à E5T, comme nous avons fait nos premières universités à La Rochelle, nous avons effectivement, avec La Rochelle, un port très particulier, où il y a quand même du gaz, où il y a un certain nombre de choses, mais où le port est extrêmement proche de la ville et de ses habitants. Du reste, La Rochelle, mais Dunkerque aussi, a au niveau des énergies mis pour les bateaux à quai des grosses installations électriques pour empêcher que les bateaux à l'arrêt continuent à consommer des produits polluants. Le rapport entre la ville et le port a des conséquences architecturales. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples? Bon, le rapport port-ville et l'architecture. Quand on regarde les bâtiments anciens, il y avait toujours les gens qui marchaient de la ville au port, c'est-à-dire les bâtiments étaient ouverts au port. Avec les containerisation, avec les containers, ça s'est fermé. Et pourtant, les gens veulent toujours voir le port. Que ce soit les transformations, je suis d'origine de Hambourg, que ce soit les transformations des anciens bâtiments, où on a installé même des espèces de plateformes pour regarder les transformations.
que ce soit les bateaux dans le port que les gens visitent, s'il n'y a pas de rapport même de vue du port, on crée des mouvements d'opposition. Par exemple, il y a des bâtiments où on pense, est-ce qu'on peut tout au moins pas avoir des points de vue? Quand on pense à la crise Covid, le port de Marseille, par exemple, a ouvert ses ports pour que les gens puissent se balader. C'est-à-dire, au niveau architectural, créer des espaces qui ne sont pas que des barrières, mais créer des espaces qui permettent les gens du jogging jusqu'à l'accès à la mer, de l'habitation jusqu'à l'accès au port. Il y a même des éléments à nouveau Hambourg Culture, où il y a un théâtre qui se trouve dans le port, où on arrive avec le bateau. C'est tout un autre rapport. Et tout ça, c'est des structures où l'architecture et l'urbanisme peuvent intervenir. Et en plus, le gradé de l'eau à la terre, que ce soit des escaliers où on peut s'asseoir, que ce soit un mur de 3 mètres de haut où on ne voit pas la mer, ça fait une énorme différence. Oui, et tout ça, c'est les espaces architecture et urbanisme. Oui. Effectivement, c'est une organisation spéciale parce que, bien entendu, il faut que la sécurité des containers, n'est-ce pas, François, soit assurée et que personne ne les vole trop dans les ports, ce qui arrive encore malheureusement souvent. Je vous remercie. Est-ce que Yann Alix est présent en visio? Oui, alors c'est un peu particulier parce qu'il est présent de Tachkent. Alors, Tachkent est quand même très loin, mais ça a l'air de passer. Yann, vous nous entendez? Non, on ne vous entend pas, nous. Oui? Non? Votre micro est coupé? Non? Non, non. Ah! La régie? Valérie, vous nous entendez? Non plus. Si, je vous entends. Ah, très bien. Donc, non, il n'entend pas. Tachkent est loin, hein, c'est... Ah! Il entend, mais il a un problème avec son micro. Alors, c'est embêtant. Car effectivement, vous dire un petit mot de Yann Alix. Il est délégué général de la fondation C'est Facile, hein, qui est donc un laboratoire prospectif sur les stratégies maritimes, portuaires et logistiques. En plus, il a enseigné à l'école de management de Normandie au Havre, donc il a de bonnes racines et il travaille chez Sogjet au développement international du Cargo Community System. Et donc, c'est quelqu'un qui devrait nous parler si les choses s'arrangent. Pour l'instant, ça n'a pas l'air, donc on va peut-être zapper et passer, mon cher Nicolas. Alors, tu as le droit quand même à un micro. Grand merci, et je vais utiliser le micro et la brièveté. Pour vous dire, si la technique est avec nous, il y a quelques slides qui vont accompagner mon propos. Peut-être qu'il faut que j'utilise le pointeur qui est ici pour les faire défiler. Et puis, attends, parce qu'il faut qu'on change de... Ça y est, c'est bon? Et c'est bon. Ah, magnifique. Donc, effectivement, je vous parle du point de vue de Green Cross, ONG de gouvernance et de projet, qui cherche à éclairer les choix et à donner des clés pour agir, pour passer de la vulnérabilité à la résilience. Dit autrement, travailler sur les effets du dérèglement climatique de la manière la plus concrète et la plus territoriale qui soit. Forcément, il faut commencer par l'eau et par l'océan qui répond
a un besoin premier et vital, et qui est aussi, ça a déjà été rappelé, un moyen de communication interpersonnelle formidable. Et on s'intéresse aussi aux enjeux alimentaires, énergétiques, urbains, d'économie circulaire et de prévention des conflits. Autant dire que j'ai été passionné une nouvelle fois par l'intervention de Carola. Et je reviendrai sur la dimension prévention des conflits qu'on oublie aussi trop souvent, mais qui est à l'origine de l'histoire de nombreux ports. Quelqu'un comme Vauban avait pensé voir loin, mais regarder très précisément comment agir, et qui aujourd'hui prend un nouveau regard. Rappelle, Nicolas, la création de Green Cross, parce que c'est quand même particulier, bien qu'il ait disparu, parle de... C'est tout à fait. Donc 92, le sommet de Rio. Mikhaïl Gorbatchev, qui n'était déjà plus président de l'URSS, est le modérateur du sommet de Rio. Et il ressort avec l'idée que les chefs d'État étaient pleins de bonne volonté, mais que pour accompagner leur action, déjà, il fallait une institution neutre, à l'image que ce que la Croix-Rouge a fait dans le domaine social, qui s'occupe d'environnement et qui s'occupe en même temps de cette perspective humaniste, d'où notre nom, la Croix verte de l'environnement, Green Cross, et d'où cette idée de connecter les enjeux environnementaux avec des solutions qui peuvent être en particulier dans le monde économique, qui peuvent être en particulier sur des porteurs de projets locaux. Et dans la continuité du propos d'introduction de Myriam, j'ai quelques éléments à partager avec vous qui sont là pour poser le cadre, mais qui ne sont pas d'excellentes nouvelles. C'est que le dérèglement climatique est quelque chose qu'on entend depuis une trentaine d'années, qui pour certaines économies occidentales a pu nous sembler assez ésotérique, et qui maintenant est quand même hyper concret. Les plus 1,5 degrés qu'on espérait ne pas avoir pour 2050, malheureusement sur la trajectoire actuelle, et même si on arrête demain d'émettre, ce que je souhaite de mes voeux, mais qui est un petit peu compliqué, on les a en 2030. Et les effets sont assez clairs. Montée des eaux et fonte des glaces. Pour passer un petit peu de temps dans le Pacifique, on voit à quel point ça s'accélère, mais n'importe qui, au bord de la Méditerranée ou sur la plage de Sainte-Adresse, tout au bout, on fait du Havre verra ceci. Des phénomènes irréversibles qui sont en train de se passer, comme la fonte de l'Arctique russe, mais aussi les problèmes de fonte du côté des îles Sandwich, assez proches de l'Antarctique, de l'Argentine et du Chili, qui fait qu'avec la fonte du permafrost, on a une libération de méthane et ses effets accélérateurs. Illustration, s'il en est, que ce qu'on appelle en météorologie les phénomènes et les extrapolations linéaires, c'est-à-dire le fait de dire que demain sera plus ou moins une continuité d'aujourd'hui, atteint un certain nombre de limites, et qu'on va vraisemblablement vivre des crises qui seront liées à ces non-continuités. Je pense en particulier au Pacifique Sud, qui a des pluies catastrophiques où d'une année sur l'autre, le volume de pluie, par exemple en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, est 2 fois supérieur à ce qu'on avait vécu l'année d'avant. Où on peut se dire qu'une partie des dérèglements qu'on observe aujourd'hui sont liés à une absence de stabilisation du célèbre dans nos mémoires anticyclone des Açores, dont on n'entend plus trop parler dans une météo qui a moins de 2 ou 3 ans. Donc ce lien vers les phénomènes météorologiques extrêmes, et j'en reviendrai tout à l'heure à qu'est-ce que ça signifie pour les villes portuaires, fait qu'il faut à la fois travailler la préparation et travailler la mobilisation des moyens financiers, puisque les ports ont cette particularité-là, que les plus récents sont en train de se prévoir pour 100 ans, et qu'un certain nombre de villes portuaires sont des villes qui existaient déjà à l'époque romaine ou phénicienne. Dans un contexte où l'énergie chère a changé un petit peu la donne économique, mais à supposer que l'énergie ne soit pas aussi chère aujourd'hui qu'elle l'est, on aurait eu les mêmes problèmes avec l'impact en fait de nos consommations en termes d'empreinte carbone, en termes de pollution de l'air et tout simplement en termes de finitude des ressources de la planète. Et tout à l'heure, on verra dans le film que ce qui se passe en Arctique doit nous interpeller. Davos, c'était avant-hier.
nous dit deux choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, la cherté de la vie remonte comme le risque majeur, mais elle est résultante d'un certain nombre de phénomènes climatiques et écologiques qui arrivent juste après. Et donc, si on veut voir loin, reprendre un petit peu de recul et regarder à 10 ans, si on résout les enjeux du changement climatique, si on est capable de mieux prévenir les phénomènes climatiques extrêmes et si on arrive notamment à réguler les routes maritimes qui conditionnent pour aujourd'hui une partie de la résilience d'approvisionnement d'un certain nombre de territoires vus de l'hinterland, là, on a une partie de la solution. Oui, mais alors je retiens 2 points. Il y a tout d'abord le fait du dérèglement climatique. Donc effectivement, il y a des problèmes importants. On a vu l'eau qui monte, mais on a vu cet été des sécheresses terribles qui posent des problèmes dans les fleuves. Donc effectivement, il est nécessaire d'être résilient, mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a 3 siècles, quand il y avait un territoire qui, pour des raisons X ou Y, n'avait plus d'eau ou devenait, les gens quittaient ce territoire et allaient ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Donc, effectivement, il est nécessaire de prévoir une résilience forte. Sur le reste, et le problème du fond, ce qui est terrible, c'est qu'un certain nombre de gens, dont nous, ici, faisons le maximum et le nécessaire pour améliorer, mais de l'autre côté, les gaz à effet de serre augmentent, et que donc, quand tu disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on reviendra à une situation acceptable, je le crains. Donc je pense qu'il faut se donner beaucoup de mal pour permettre une résilience et voilà. Donc il faudrait qu'effectivement on ne donne plus des permis de construire dans des zones inondables ou des choses comme ça, mais manifestement ça n'a pas l'air encore d'être rentré dans la tête des maires. Alors, par exemple. Je vais y arriver parce que il y a des nouvelles alarmantes et il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Première piste de nouvelles sur le triptyque en fait air, climat, énergie. Les sujets sont à peu près les mêmes et là on constate que les villes portuaires et en particulier les métropoles, et pour aller plus loin je vous invite à lire ce petit bouquin qu'on avait fait il y a quelque temps, sont dans une situation où elles ont régulé la qualité de l'air. Pour une partie de l'accès à quai, effectivement, on a des solutions qui aujourd'hui restent un petit peu disproportionnées entre l'offre et la demande, mais qui permettent de faire du branchement à quai et qui résolvent une partie des sujets. Et on est dans une vraie logique de reconquête où des villes comme Marseille, qui à un moment ont tourné le dos à la mer, sont en train de revenir vers la mer d'une manière sereine et apaisée. Sur la résilience énergétique, là, pour être très clair, on apprend dans la douleur. Il était prévu par l'Organisation maritime internationale de désoufrer les carburants et de mettre des zones dites à haute qualité de l'air en Méditerranée. Ça arrive, mais soyons honnêtes, ça arrive en grande partie parce que des acteurs privés comme CMA, CGM et d'autres l'ont voulu, et aussi parce que le jeu économique a fait que le transport maritime, qui il y a 2 ans pouvait encore s'opérer à coût négatif autour de la planète, c'est-à-dire coûter moins que rien, est devenu une denrée précieuse. Donc il va y avoir une décision pour enlever le soufre du fioul lourd. C'est en cours et il devrait y avoir la transcription des fameuses zones de protection forte et des aires marines protégées qui arrivent en 2023.
Je vais être d'un côté très positif en disant que la France l'a annoncé dans les mêmes termes aux Nations Unies et à l'Organisation maritime internationale, et d'un autre côté très précis, puisque comme d'autres, on va se retrouver après-demain au vœu du ministre de la Mer, et c'est quelque chose qu'avec quelques ONG, on surveille très attentivement, puisqu'on a pris l'habitude de se dire que quand on avait un effet d'annonce, d'une part on se réjouissait, d'autre part on regardait immédiatement comment ça allait se transcrire ou pas en décret d'application. Oui, en France, on est spécialisé sur des décisions qui n'aboutissent jamais au niveau des ministères. Oui, ça, c'est un grand classique. Oui, et justement, j'en arriverai sur un autre point de décision qui, pour le coup, peut se faire quel que soit l'avis du ministère, c'est la question de la résilience territoriale. Oui. Pendant très longtemps, on a perçu le port comme étant un espace d'aménagement. On a surminéralisé, on a vraisemblablement surinvesti dans des infrastructures, éventuellement mésinvesti, puisque sur l'intermodalité, par exemple, on a fait une autre étude, fret et multimodalité en Bretagne, sur lequel on montrait à quel point il était important d'avoir des points de connexion qui marchent bien et qui ne coûtent pas cher en termes d'infrastructure entre le rail, le fluvial et le maritime. Et on a des points sur lesquels on arrive aux limites de cette société d'aménagement et il faut passer dans une logique de société du ménagement. J'en prendrai en fait uniquement 4. Le premier, c'est par exemple le canal et les routes Seine-Nord. Super, mais là, on a un conflit d'usage qui va se produire chaque été et en s'améliorant. C'est soit on fait circuler les bateaux sur le domaine fluvial, soit on alimente les centrales, enfin soit on fait fonctionner les centrales nucléaires et on a de l'eau pour les centrales nucléaires. Le en même temps, ça ne marche plus dans ce modèle-là parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde ou alors on va déshabiller une partie des agriculteurs. Le deuxième sujet qui est très compliqué dans le ménagement, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que le tourisme était une sorte de nasse infinie. On voit la surfréquentation touristique devenir l'objet de régulation. Aujourd'hui, du côté de Porquerolles, de Toulon, peut-être demain à Marseille, déjà depuis hier ou avant-hier à Nice, qui est en train de mettre en place... On n'y arrive pas à Venise, alors tu vois. Mais absolument, Venise a été emblématique et je prends le pari que des villes comme Le Havre ou comme Dunkerque, qui estimaient être épargnées il y a 10 ans, sont en train quelque part de réussir un pari, c'est d'acquérir un tourisme de mi-saison beaucoup plus fortement que le Sud, mais que la question du lissage de l'activité touristique va être importante. Et le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, parce qu'on en parle trop peu, c'est la question de remettre en fait les villes portuaires et maritimes au cœur de la résilience alimentaire. Sur les imports, ne nous leurrons pas, on est en train de se prendre une crise sur le blé dont on n'a pas encore sous-estimé les effets de bord. Et je vous invite à aller voir ce que font les fabricants de pâtes en remontant un petit peu la Seine pour en voir la matérialité. On va avoir une crise sur le citron, on va en avoir une autre sur la tomate. Un certain nombre de denrées réputées stratégiques et inépuisables vont être à risque. A contrario, les villes portuaires sur la partie pêche ont beaucoup retravaillé. On doit souligner aussi les progrès et être positifs sur la pêche durable et sur la mise en avant de pratiques de pêche qui soient respectueuses de l'environnement. Et l'aquaculture est en train d'avoir un nouveau recours en grâce. Par contre, il faut vraiment retravailler et revenir aux fondamentaux de ce qui a fait l'histoire des ports, c'est-à-dire des creusets de résilience alimentaire, qui ne soient pas des forteresses imprenables et trop étanches, mais qui restent ouvertes sur la société et qui restent vraiment dans cette société du ménagement qu'on appelle de nos voeux. J'ai commencé d'une manière très aride en disant voilà ce qui nous attend et les effets du dérèglement climatique. Je pense que là, le fait de remettre des oasis de fertilité qui soient connectées en réseau est une réponse habile. Et n'oublions pas quelque chose, c'est que le port est un moteur économique et que bien plus qu'un certain nombre de territoires déshérités, il a les capacités financières de penser le temps long dès lors qu'on planifie, qu'on remet la stratégie et la qualité de l'exécution au cœur. Merci Nicolas. Est-ce que nous avons des nouvelles de l'homme de Tashkent ? Non ? Bon.
D'accord. Donc, eh bien, ami Tobias, à toi. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, juste un tout petit mot, parce il faut le présenter. C'est un habitué de 5T et c'est... Alors, Nicolas n'en a pas parlé, mais il a une expérience de terrain effectivement au bout du monde. Et dans le cas de Tobias, c'est le cas puisqu'il a fait des croisières mi-scientifiques, mi-découvertes qui sont très très intéressantes. Et du reste, nous allons voir la projection du film de 2019 et vous verrez que non seulement c'est très intéressant, mais il montre ce qu'il a vu avec les plus et les moins, et il est enfin bon, comme vous allez le voir, je ne vous en dis pas trop. À toi. Merci Denis. Donc moi je suis là surtout pour appuyer sur le propos scientifique. Comme je disais, j'ai la chance et le privilège de collaborer en fait avec ce milieu scientifique et notamment en milieu polaire, ainsi que sur l'océan, étant skipper d'un petit navire d'expédition de 15 mètres. Et donc je vais appuyer un petit peu ce que disait Nicolas sur quelques chiffres et notamment sur l'AR6, donc le dernier rapport du GIEC. Donc comme vous le savez tous, j'espère aujourd'hui, la Terre, les températures mondiales se sont réchauffées déjà de 1,1 degré, donc par rapport à la moyenne de 1850-1900. Le GIEC prévoit actuellement, selon les modèles, un réchauffement global de entre 1,5 et 4,8 degrés pour la fin du siècle. Et donc la différence entre ces deux chiffres, c'est les décisions dans les jours, les mois et les années à venir. J'aimerais spécifier quand même que ce chiffre de 1,1 de la planète à l'état actuel, c'est au niveau global. Donc en France, par exemple, on est déjà à presque 2 degrés, on est à 1,9 selon le dernier chiffre. Donc voilà, les régions terrestres se réchauffent beaucoup plus rapidement que les moyennes planétaires. Donc quand on parle de limiter le réchauffement à 1,5 ou à 2, ou à atteindre potentiellement 4,8, ça veut dire beaucoup plus ici en France. Une phrase intéressante de l'AR6 que j'ai notée, c'est: les activités humaines affectent toutes les composantes majeures du système climatique. Certaines réagissent pendant des décennies et d'autres pendant des siècles. Et donc là, notamment, on parle de l'océan et aussi de la glace, voilà, dont je connais un petit peu. Il existe deux grandes masses de glace sur la planète, deux grands réservoirs, c'est les grands réservoirs d'eau douce de la planète. Donc il s'agit des calottes polaires ou Inland 6, la plus grande étant celle de l'Antarctique et la seconde étant celle du Groenland, où j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de scientifiques directement sur le terrain en 2020. Et donc je vous propose de regarder une courte vidéo sur un interview d'un climatologue, glaciologue, Jason Box. Ça ne diffuse pas. Ah, ça arrive. Voilà. Here we are in South Greenland, and the annual air temperature averages above the melting point. The last 15-year average, Greenland ice is melting at almost 300 billion tons per year. That's equivalent with
10,000 cubic meters per second. If you divide that out by the 7.7 billion people on planet Earth, everybody would get 150 liters or a bathtub of water every day. Will raise global sea level more than 6 meters in the coming centuries. So this is a crisis, a disaster in slow motion. It's going to become increasingly obvious that we have a crisis. So more and more people will recognize, but is it too late? Is Greenland lost? Consider what are the chances that climate will cool in the next century. There's really no credible scenario where climate stabilizes. So yes, this ice sheet is doomed. The ecosystems are being hammered. Can we wake up enough people so that we can get rid of these bad leaders that many countries have, and then focus in a coordinated way on saving nature? Because we're interdependent, we depend on nature. Nature provides a lot of services for free. So we need to give to nature instead of only taking. Tobias, j'ai une petite question. On lit quelquefois des articles sur lesquels on dit oui, bah, le Groenland, ils font ça, on peut pas dire le contraire, mais on explique que de l'autre côté, ça fond pas beaucoup, et même qu'à la limite, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Fake news? Ben, je sais pas où tu lis tes articles, Denis. Les évolutions de la calotte groenlandaise sont assez claires aujourd'hui. Ah oui, ça, personne ne peut le nier. Oui. Là où il y a plus de doutes, c'est notamment sur l'Antarctique, Oui. qui se réchauffe pas du tout de la même manière pour l'instant que l'Arctique, mais qui commence à répondre depuis les 10-15 dernières années et qui commence à impacter notamment le niveau marin de plus en plus. Donc, et on en parle plus par contre sur la quantité et la réponse de la banquise qui réduit fortement, très très fortement en milieu arctique, mais qui a pas beaucoup bougé en Antarctique. Voilà, la calotte fond non, mais je suis allé en Patagonie, ça se voit que ça disparaît. Ma deuxième question, c'est le fait que l'océan devienne de plus en plus salé, alors qu'a priori, les glaciers qui fondent devraient amener une position différente. Qu'en pensez-vous, Carola? Je pose des questions, c'est parce que je ne sais pas hein, que je pose des questions. Ah bah, je vais apporter une réponse qui personnellement m'inquiète. C'est que souvent on regarde les caractéristiques physico-chimiques de l'océan et ce qui nous importe, c'est un petit peu comme un humain, c'est la santé de l'océan. Et là où on a un problème, c'est que la pompe à carbone globale, et donc pour faire très très schématique, en fait, une molécule d'oxygène sur deux nous provient de la forêt, une molécule d'oxygène sur deux nous provient de l'océan. La forêt avec les pluies acides, c'est pas terrible. L'océan avec la succession des phénomènes climatiques extrêmes, les problèmes aussi qui sont liés à l'activité planctonique dans l'océan et des phénomènes et d'inondations catastrophiques et de salinité qui augmentent, parce qu'on a les deux, donc inondation catastrophique, c'est beaucoup d'eau douce d'un coup, salinité qui augmente, on voit bien, est en train d'être en moins bonne santé. Et tout à l'heure, je parlais des non-linéarités, ces phénomènes se cumulent, et globalement, ni l'un ni l'autre, c'est une bonne nouvelle, et la somme des deux, c'est pas une bonne nouvelle. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que la Méditerranée était dans une situation très mauvaise il y a 30 ans. Il y a des efforts de préservation et de protection qui ont été entrepris, beaucoup sur la biologie de la Méditerranée, les herbiers sous-marins, le fait de reconstituer le thon rouge de Méditerranée pour les espèces totems.
mais aussi la disparition des phosphates, des lessives et le fait que chaque station d'épuration soit aux normes dès lors qu'elle se déverse sur la Méditerranée, atteint au nord, presque atteint au sud. La somme de tout ça fait que l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse va publier des travaux importants d'ici quelques semaines qui confirment ce qui était dit ou pressenti depuis 5 à 6 ans. C'est que quand on prend soin de l'océan, on a une capacité à résorber relativement rapidement. Et c'est pour ça que, personnellement, je suis aussi acharné sur les aires marines protégées, la pêche durable, l'aquaculture régénérative et d'autres techniques. Oui, parce qu'on a vu qu'il y avait des moyens qui marchaient très bien pour remettre des coraux en état et les réintroduire. Donc il y a quand même des nouvelles qui sont... mais les bonnes nouvelles sont plutôt locales, alors que globalement, ça ne s'améliore pas beaucoup. Mais pour essayer de répondre encore d'une autre manière, je pense qu'on a oublié un peu la vue que l'eau est un système. Parce qu'on se focus sur l'eau potable, l'eau d'irrigation, l'eau pour le transport. Mais tout ça, c'est la même eau. Et puis, il y a différentes densités. Et cet échange se fait dans les deltas, dans les parties où la plupart du monde vit, même aussi dans la terre même. Par exemple, en Hollande, on voit que l'eau salée va plus loin dans le pays, ce qui veut dire qu'il y a d'autres plantes qui doivent y pousser. Et quand on regarde même par la dimension du patrimoine, par exemple, les structures qu'on a traditionnellement construites pour capturer des poissons, comme l'eau change ou la qualité de l'eau change, plus de sel, moins de sel, plus de chimie, etc., ces moyens traditionnels de capturer les poissons ne marchent plus, ou alors les structures historiques, toute l'archéologie sous-marine, etc., se dégradent d'une autre manière. C'est-à-dire cette complexité, vous avez posé la question eau douce, eau salée, il y a tout un système derrière qui va changer, et souvent, je pense qu'on n'a pas la vue de l'ensemble, ce que ça impacte et comment ça impacte nous et la nature. Très bien. On va peut-être demander à Valérie Amand, qui est en visio, de... Elle est là ? Oui, bonjour. Voilà. J'ai un petit éclair. Je vous entends bien. Alors là aussi, c'est des projets qu'on a suivis depuis longtemps chez ESNT. On a vu Yvon Bourgnon, on a vu tout ce projet qui, effectivement, a mis du temps. Malheureusement, ça met toujours beaucoup de temps parce que ça réclame beaucoup d'argent. Mais où en sommes-nous ? Je sais que nous sommes presque au bout. Je n'ai pas entendu le début de la question, mais je suppose que vous voulez parler du projet Manta, qui est effectivement le projet emblématique de l'association Sea Cleaners. Donc le projet Manta, pour rappel, c'est un projet de bateau qui sera à la fois un bateau qui collectera les déchets plastiques en mer, qui les valorisera à bord, propulsé en partie également par des énergies renouvelables, qui sera également un bateau de recherche pour lutter contre la pollution plastique. Et effectivement, on avance dans ce projet, qui est effectivement un projet au long cours, puisque un bateau de ce type-là, ça n'existe pas sur étagère. Il faut absolument tout bâtir de A à Z, donc ça prend plusieurs années. Aujourd'hui, on en est où ? On vient d'avoir la certification l'année dernière du Bureau Veritas sur le concept et le design du bateau. Donc ça, c'est une preuve de crédibilité de toutes nos études, parce qu'il y a eu plus de 45 000 heures d'études et de développement sur ce bateau. Donc tout ça a été approuvé par le Bureau Veritas, ce qui était un pas très important pour nous. Et aujourd'hui, on est en plein milieu de la consultation pour trouver un chantier naval pour lancer, on espère, la construction en fin d'année ou début d'année prochaine, sachant que derrière, il y a encore 2 ans de construction. Ah, je ne vous entends pas. Ouais. Vous entendez ? Oui, je vous entends. Bon.
En dehors du projet Manta, parlez-nous de Sea Cleaners. Alors, Seafood est une association qui a été créée donc en 2016 par un navigateur qui s'appelle Yvan Bourgnon, qui a décidé de créer cette association donc, qui lutte contre la pollution plastique océanique, vraiment à cause d'une expérience totalement empirique. Hein. C'est que lui-même, au cours de ses pérégrinations, on va dire, de ses aventures sur mer, a été confronté à cette pollution plastique. Notamment lors d'un tour du monde, qu'il avait déjà effectué 35 ans auparavant, donc en étant enfant avec sa famille, et il n'avait pas du tout un souvenir de pollution plastique qui défigurait comme ça les océans, les plages, les littoraux. Et donc il a décidé, c'est vraiment en confrontant ses souvenirs d'enfant et l'expérience qu'il en a eue donc, dans les années 2010, qu'il a décidé donc, de créer une association qui allait se donner pour mission de lutter contre cette pollution plastique. Donc je vais juste donner peut-être une petite idée de l'ampleur que représente cette pollution plastique avant d'en venir plus précisément au sujet du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, parce que c'est le sujet de cette table ronde. Donc simplement donc, pour donner une idée de l'ampleur de cette pollution plastique, on estime que c'est entre 9 et 14 millions de tonnes de déchets plastiques qui se déversent chaque année dans les océans. Donc ça représente à peu près 17 tonnes de déchets qui se déversent par minute. C'est-à-dire que cette table ronde qui va durer à peu près 1 heure, c'est 1020 tonnes de déchets qui se seront déversés dans la mer pendant qu'on se parle, pendant qu'on échange. Donc c'est absolument considérable. Les impacts de cette pollution, ils sont nombreux, ils sont bien connus. Ils touchent évidemment en premier lieu la biodiversité marine, puisqu'on sait que qu'il y a des poissons, des cétacés, enfin une faune marine qui souffre et qui meurt de cette pollution, soit par étouffement, soit par étranglement. Donc c'est dans des proportions assez gigantesques. Hein. On parle de 1,5 million d'animaux marins qui meurent chaque année de cette pollution. Mais on sait qu'il y a aussi d'autres conséquences qui sont extrêmement graves. Il y en a une qui va toucher directement les services écosystémiques des océans, dont les interlocuteurs qui m'ont précédé ont parlé, hein, notamment Nicolas Humbert et même Myriam Maestroni dans son intervention liminaire. Cette pollution plastique, elle dérègle quelque part notre principal outil de lutte contre le réchauffement climatique, qu'est l'océan. Elle va affaiblir la capacité des océans à jouer leur rôle de puits de carbone. Elle va affaiblir également la capacité de l'océan à produire de l'oxygène, notamment en réduisant la capacité du phytoplancton à produire l'oxygène et à capter le CO2. Donc, c'est un vrai danger pour ces services écosystémiques. Et puis moi, je voudrais quand même parler, puisqu'on parle du changement climatique, je voudrais juste évoquer un point qui n'est pas forcément très connu quand on parle de déchets plastiques océaniques. C'est que ces déchets plastiques, notamment ceux en polyéthylène, qui sont quand même très nombreux, vont émettre des gaz à effet de serre en se dégradant dans les océans. C'est-à-dire que la production de gaz à effet de serre s'accroît lorsque les plastiques sont exposés au soleil. Et donc, plus le plastique, sous l'effet des courants marins, des UV, etc., plus le plastique va se dégrader en petits morceaux, et plus il va produire de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, c'est en cours d'étude pour savoir vraiment dans quelle proportion, finalement, cette pollution plastique marine contribue au réchauffement climatique. Mais en tout cas, c'est un facteur qui est aujourd'hui non négligeable et qui n'est probablement pas assez connu. Donc voilà, ça va évidemment dans le sens d'accroître l'engagement de tous. Et quand je dis de tous, c'est évidemment des pouvoirs publics, c'est évidemment des consommateurs, mais aussi des producteurs et des industriels et de la société civile, à combattre cette pollution plastique qui a des effets absolument délétères à plusieurs niveaux. Il y a des endroits où effectivement ce plastique forme des espèces de continents entre guillemets. C'est vrai, il y a des endroits où les plastiques et les déchets se réunissent. Ça existe ? Alors, oui et non.
Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de continent de plastique, le terme est un petit peu trompeur. On parle des gyres océaniques. Et je suis Vous sûre que... m'entendez? Oui, Ah, excusez-moi, je crois que j'ai interrompu la conférence. Pardon. Pardon. Oui, donc je parlais des gyres, effectivement. Donc, sous l'effet des courants marins, il y a des zones d'accumulation qu'on appelle des vortex ou des gyres qui vont se former au milieu des océans où donc des particules et des morceaux de plastique, des déchets flottants vont se retrouver et vont stagner ou tourner sur eux-mêmes dans des zones qui peuvent être effectivement très étendues. Après, ce ne sont pas quand on parle de septième continent, on évoque un de ces vortex, mais le terme de continent donne l'impression qu'effectivement c'est très agrégé, très compact et qu'on pourrait presque marcher dessus. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ces gyres, effectivement, il y a des très fortes concentrations de plastique, mais c'est presque de la soupe. C'est-à-dire que les déchets sont quand même épars, sont dans la colonne d'eau, donc ils ne sont pas tous flottants. Et c'est quand même très dilué. Par contre, il y a des très fortes zones de concentration de plastique qui là sont presque solides et je pense qu'on a tous des images en tête de ça. Là, c'est plutôt dans la zone littorale, c'est plutôt dans des embouchures de certains fleuves, dans des estuaires, où là, on va avoir des très fortes zones, des très fortes concentrations pardon, de déchets plastiques. Tout l'enjeu étant évidemment de capter au maximum ces déchets quand ils sont encore macro-déchets, donc quand ils n'ont pas commencé à se fragmenter, quand ils n'ont pas commencé à dériver justement pour aller progressivement vers ces gyres, quand ils n'ont pas commencé à couler non plus. Donc tout l'enjeu, évidemment, c'est de ramasser ce plastique à ce moment-là, quand il est très concentré, avant qu'il devienne complètement irrécupérable et qu'il entame ce processus de dégradation qui va finir par créer voilà, les microparticules, voire les nanoparticules qu'on retrouve aujourd'hui malheureusement partout sur la planète et qui polluent les eaux et qui aggravent donc justement, comme je le disais tout à l'heure, ce phénomène de changement climatique. Diana, j'ai cru comprendre que nous avons peut-être récupéré notre ami en audio. Bon. Ah, Est-ce que vous m'entendez? oui. Ah, écoutez, merveilleux. J'ai un écho j'ai le retour, mais c'est pas grave, on va faire avec, hein. M'entendez-vous? Alors moi, j'entends plus le modérateur. On vous entend et on vous voit. Le miracle. Merveilleux. C'est formidable. Me donnez-vous la parole, monsieur le modérateur? Oui. Alors, je pense qu'on va y aller comme ça. Excusez-moi encore, mille excuses pour ces problématiques techniques. Je vous avouerai que j'ai eu un coup tout à l'heure avec l'Ouest et ça a fonctionné. Donc finalement, on a une malchance là. Évidemment, en premier lieu, je voudrais adresser mes remerciements aux organisateurs pour cette invitation et d'aborder tout de suite la problématique que nous avions discutée avec vous, monsieur le modérateur, sur le changement climatique sous le prisme des écosystèmes maritimes et fluviaux. Excusez-moi, je n'ai pas pu tout entendre au préalable et je m'excuse par avance si je répète des choses déjà dites. Je pense que je vais commencer par le fluvial parce que finalement, il est relativement peu traité, notamment dans la littérature et encore moins dans les médias. Mais vous n'êtes pas sans savoir, puisque cet été, on a constaté la perturbation profonde des régimes hydriques, avec des périodes de crue et d'étiage qui sont particulièrement impactantes, hein, avec des déficits hydriques en période estivale et évidemment des surabondances hivernales qui sont absolument pas maîtrisables. Et nous avons vu que sur le Rhin, le fleuve le plus navigable et le plus fréquenté d'Europe, on a eu des semaines entières de non-navigabilité dans de nombreuses parties du fleuve, et notamment celles qui permettaient de nourrir le plus grand port d'Europe, qui est Rotterdam. Donc on a un problème majeur aujourd'hui et qui est un peu schizophrénique, c'est qu'on souhaite faire du report modal et encourager ce transport
par le fleuve qui est le moins polluant en grammes de CO2 par tonne kilomètre parcouru. Mais d'un autre côté, il est victime directement du changement climatique et de la perturbation des régimes hydriques. Et ce, malgré le fait d'avoir considérablement aménagé ces fleuves qui ne sont plus des fleuves naturels et sauvages, hein, ce sont des fleuves complètement domptés. Et on voit par exemple sur le cas chinois, hein, sur les fleuves bleus et les fleuves jaunes, euh, des perturbations qui sont déjà évaluées à plusieurs milliards de dollars chaque année par cette incapacité de pouvoir maîtriser les flots et les flux malgré des investissements considérables dans des ouvrages d'art qui sont absolument remarquables, mais qui finalement ne règlent pas la problématique. Ça, c'est pour le fluvial, et je dirais qu'on a d'autres éléments qu'on va pouvoir discuter ensuite par ailleurs. Sur le monde maritime, évidemment, la première problématique du changement climatique, c'est que ce transport maritime qui émet peu ou prou 3% des gaz à effet de serre mondiaux, on cherche à décarboner cet usage du sillon maritime dans nos modes de consommation, de production et de distribution. Cette réduction des émissions soufrées et carbonées issues du bunker lourd, hein, de la consommation du bunker lourd, c'est la deuxième dimension qui intéresse le monde maritime dans le cadre du changement climatique. C'est un défi considérable, je reviendrai sur des chiffres très précis. On n'a pas les moyens techniques et technologiques aujourd'hui de finalement se passer de ce bunker lourd qui a une efficience énergétique incomparable avec toutes les alternatives qu'on va pouvoir énumérer ensemble. Et puis, il y a une troisième dimension dont Carola a déjà évoqué, c'est l'impact que ça a sur les terminaisons portuaires, les infrastructures qui vont devoir anticiper des montées irréversibles des eaux. On le voit déjà dans des infrastructures comme au port de Venise ou même sur plusieurs infrastructures gigantesques dans les Pays-Bas, aux Pays-Bas. Ces investissements et ces surinvestissements vont complètement changer le business model du monde du transport et de la gestion portuaire, avec des luttes qui sont parfois jugées complètement, je dirais, irréalistes ou surréalistes, et notamment dans les milieux enclavés, dans les milieux insulaires fragiles des zones Caraïbes et des zones Pacifiques. On estime qu'aujourd'hui, 70% des ports de ces zones seront directement impactés avant 2050 sur cette évolution irréversible du changement climatique et de leur impact sur les écosystèmes maritimes et portuaires. Je vous redonne la parole peut-être, monsieur le modérateur, parce que je crois comprendre que moi, on doit me couper en termes de son pour que vous puissiez reprendre la parole, si vous pouviez me confirmer. J'aimerais que vous nous parliez du Vélic, donc de l'aide avec la voile, parce que je m'interroge beaucoup. Je sais qu'effectivement, lorsque les porte-containers vont beaucoup plus lentement, ils consomment beaucoup moins et c'est très bon pour la planète. Mais la question, c'est que si le transport dure beaucoup plus longtemps, il y a un problème de stock. Donc, soit les marchandises ont été mis ont été vendues une fois sur le bateau ou vendues à l'arrivée, et que le coût n'est pas le même. Donc, si vous pouviez répondre à ces deux questions, l'apport du Vélic et le problème du temps de transport. Sans vous manquer de respect, monsieur le modérateur, je dirais tout de suite que ceci est un faux débat finalement. Aujourd'hui, on a l'équivalent de 12 milliards de tonnes métriques qui sont échangées par voie maritime. Jamais nous n'aurons la capacité vélique de pouvoir véhiculer par voie maritime de telles quantités de marchandises. Je vous rappelle que ceci n'est que la résultante d'une globalisation nomade, d'une mondialisation que le transport maritime a rendu possible en maîtrisant des coûts et d'ailleurs sans en impacter nécessairement les externalités négatives et environnementales. Mais ces 80% de volume échangé à travers la planète par voie maritime ne seront jamais convertis de quelque manière que ce soit par des solutions véliques. Donc ça, c'est une première chose. Et finalement, aujourd'hui, la question, c'est que l'OMI, l'Organisation maritime internationale, a établi des perspectives avec des obligations
en tout cas des fortes incitations à ce que jusqu'à 50% des émissions de gaz à effet de serre soient réduites d'ici 2050, considérant que la trajectoire de croissance des échanges maritimes est telle qu'on va devoir absorber 50% de fret supplémentaires d'ici 2050. Donc on est dans une équation insoluble. Parmi les solutions, et on le voit bien, sur les carburants alternatifs, celui qu'on a trouvé le plus efficace aujourd'hui et le plus approprié, c'est le LNG. Donc les navires LNG sont ces navires qui ont été lancés maintenant de manière assez massive. J'ai des tarifs. 534 navires seront équipés de moteurs LNG dans les carnets de commandes actuellement pour le seul secteur conteneurisé. C'est plutôt encourageant, sachant quand même que 78,9% des autres navires ne sont toujours pas équipés de solutions dites alternatives aux carburants sous fret et carbonés. Donc tout ça pour vous dire que le Vélic aujourd'hui est une réponse microscopique, mais qui a l'avantage de replacer la valeur de la marchandise et la valeur du fret au cœur du nouveau paradigme de transport. Je pense que vous aurez Guillaume Legrand qui va intervenir pour Todd demain et qui saura beaucoup mieux expliquer ce que je suis en train de dire, mais simplement que dans les solutions alternatives que l'on doit trouver à la décarbonation, le fret Vélic ne sera qu'infinitésimal. Il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, si l'on veut décarboner le transport maritime, il faudrait fournir 270 millions de tonnes de carburant alternatif. Techniquement, scientifiquement, on ne sait pas faire. Donc, je ne voudrais pas avoir des propos trop négatifs. Le maritime a conscience, en tout cas le transport maritime a conscience de cette révolution paradigmatique qu'il doit faire, sauf que les solutions technologiques et aussi économiques, aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'hydrogène, par exemple, dans le monde maritime. L'hydrogène, qu'il soit vert ou bleu, n'est pas du tout adapté au transport maritime au long cours, notamment pour des très grandes distances, que le coût de production de l'hydrogène est astronomique aujourd'hui. En tout cas, l'équation économique n'est pas satisfaisante pour pouvoir absorber l'ensemble du transport maritime de demain. Et donc, je dirais que le Vélic n'est qu'une toute petite niche, mais qui réinvente un petit peu la relation que le client doit avoir au produit. Dit clairement, c'est que finalement, vous n'allez pas transporter des t-shirts à 0,0 $ de production de la Chine vers les étals à Vraise en utilisant du Vélic. Ce sera absolument impossible. Quelle que soit la taille du navire Vélic, quelle que soit la taille des commandes et quelle que soit finalement la volonté du consommateur de vouloir avoir ces t-shirts. La seule manière de le faire, c'est que la qualité intrinsèque du produit, sa valeur intrinsèque, permettent de déployer des solutions Vélic dans un schéma économique où c'est finalement le consommateur qui va choisir de payer beaucoup plus cher des produits de meilleure qualité. Donc consommer moins, consommer mieux, à travers des transports qui soient effectivement décarbonés et en plus qui ont cette traçabilité de décarbonation, à travers notamment un label comme Anemos que Guillaume expliquera dans le détail. Donc, pour répondre totalement à votre question, le temps de trajet entre les Caraïbes, par exemple, et l'Europe ne sont pas si problématiques que ça dans le contexte d'un flux tendu ou d'un flux avec de fortes nécessités de stockage en amont, en aval. C'est surtout l'intensité du fret qui va poser des questions de limite en termes de volume. Donc finalement, les temps de transit et les surstockages ne sont pas une véritable problématique dans la transition énergétique que va proposer le Vélic. Parce qu'on sera sur des micro-volumes qui seront quasiment prévendus sur des acheteurs qui auront déjà exprimé leur choix de consommation en voulant acheter des produits beaucoup plus chers, mais qui n'auront pas nécessairement été beaucoup plus chers parce que ce sera transporté par voie Vélic. C'est toute une boucle vertueuse de chaîne de valeur qui va être mise en place à travers le Vélic. Et je m'arrête là parce que je pense que vous avez peut-être encore une question ou un commentaire. Je vais rebondir dessus et toutes mes salutations, Yann, c'est Nicolas Imbert. Je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je voudrais apporter quelques nuances.
La première, c'est qu'à mon sens, la voile, qui est un moyen de propulsion secondaire tel qu'il est revendiqué d'un point de vue administratif, ne l'oublions pas, est arrivé à lever un tabou dans le monde du transport de marchandises. On a dit, tiens, on peut arriver à ralentir les cadences, et rappelons que comme dans la rénovation énergétique, quand on ralentit la vitesse, tout de suite on a des économies d'énergie qui sont immédiatement constatées et qui permettent d'investir dans le futur. Et en ralentissant les cadences, on se rend compte qu'on peut retravailler sur des routes, qu'on peut également prendre tous les bénéfices d'une performance logistique accrue. Puisque aujourd'hui, quand je fais du transport de marchandises de bout en bout comme chargeur, je suis capable de suivre à la palette ou au colis. Sauf dans le monde maritime, où on continue de suivre au conteneur. Ceux qui sont en train d'avoir de l'avance, et les Chinois d'ailleurs sont en train de nous donner des leçons sur le sujet, et il suffit de regarder les ports européens dont ils ont acquis soit les systèmes d'information, soit les moyens logistiques pour voir jusqu'à quel point ça va. On compense très largement le fait de réduire les vitesses en ayant des bateaux qui arrivent au bon moment, c'est-à-dire au moment où on est capable de décharger, de faire l'acheminement, de dédouaner, etc. Et finalement, la voile... Les dockers chinois sont beaucoup plus souples peut-être que d'autres. Vaste sujet. Je ferai juste une répartie du berger à la bergère en se disant que d'un point de vue sanitaire, les autorités sanitaires chinoises nous ont donné une leçon. Le dernier point sur lequel je voulais réagir, c'est que dans le monde de la voile, on se repose la question de l'architecture des navires vis-à-vis des nouvelles constructions. On a à gagner sur les voiles, on a à gagner sur les foils, y compris en transport à passagers, y compris en basse vitesse, à partir du moment où on a des moyens qui sont non intrusifs, parce que le foil génère aussi du bruit sous-marin, ce qui est un problème pour un certain nombre de mammifères et de grands cétacés. Par contre, on a un vrai problème de capacité de chantier maritime, de renouvellement de flotte et de capacité à recycler et à réemployer un certain nombre de matériaux et à avoir les bons matériaux. Et l'un des facteurs contraignants pour avoir les nouvelles générations de navires, c'est d'arriver à trouver le chantier qui, dès lors que vous avez financé votre navire, vous l'accepte et est capable de le livrer en moins de 5 ans. Il y a un vrai défi pour l'Europe, notamment en véhiculant des hauts standards environnementaux et des hauts standards sociaux. Mais aujourd'hui, même si on va chercher en Corée du Sud, en Australie, en Indonésie ou en Amérique du Sud, on a une courbe de capacité de fabrication de nouveaux bateaux qui fait que le segment du rétrofit et d'arriver à faire avec des bateaux existants, à les dotant de motorisation soit plus propre, soit moins sale en fonction du niveau de standard sur lequel on est aussi un défi qui fait qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie notre stock courant et qu'effectivement on est sur la flotte des navires de commerce avec un renouvellement qui est extrêmement lent et des enjeux d'urgence écologique qui font qu'il faut qu'on investisse dans le rétrofit. Qui évite les poubelles, je suis d'accord. Moi, je voulais rebondir. Il y a beaucoup de solutions là, qui ont été évoquées. Et, je pense que c'est toujours, voilà, on le dit tout le temps, c'est l'ensemble des solutions qui va répondre et il y a une baisse significative possible et assez rapidement. Et c'est ce que souligne aussi le dernier rapport du GIEC. On a les solutions, on a les budgets. C'est pas des questions de finance, c'est pas des questions de technologie. Aujourd'hui, voilà, on ralentit les navires. C'est déjà beaucoup. Et je voulais juste revenir sur un des sujets qu'a abordé Yann aussi sur le fluvial et le lien avec les glaciers. Beaucoup de fleuves en Europe, notamment en France, sont alimentés par des glaciers l'été et c'est ce qui fait en fait la régulation de l'eau principalement durant cette période. Et je voulais citer un article de 2018 d'un professeur à l'Université de Genève, Martin Beniston, qui prévoit donc sur le Rhône, voilà, qui est un fleuve qui prend sa source au glacier du Rhône, et qui prévoit actuellement pour la fin du siècle une diminution de 50 à 75% du débit durant la période de l'été, et que couplé donc en fait avec moins de neige, on prévoit dans les Alpes, dans les Pyrénées, on prévoit une baisse de actuellement 100 jours de la période d'enneigement.
Et donc ça, en fait, ça décale le moment où la neige fond, qui est un stock d'eau énorme en haute montagne. Donc en fait, il prévoit que le pic ne va pas se faire durant l'été, mais le pic va plutôt arriver au mois de mars. Coupler tout ça avec des diminutions de précipitations de moins 10 à moins 40%, il dit que des années très chaudes comme il y a eu en 2003 par exemple, c'est des risques de voir le Rhône se tarir l'été jusqu'à l'automne. Et en fait, je voulais aussi revenir à la question de rivières. Merci beaucoup, parce que si le problème du plastique dans l'océan, ça vient des rivières. C'est-à-dire ça commence sur la terre. Et je pense que c'est là qu'on doit commencer à agir. Et je voulais juste mentionner qu'en mars, dans 2 mois, il y aura à l'ONU un grand high-level meeting sur l'eau. Et il y a beaucoup de side events qui se préparent et les gens sont appelés de faire des commitments, de dire comment on va faire cela. Parce que comme notre collègue disait, pendant 1 heure, on a déjà mis autant de plastique dans la mer. Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour attaquer cela? Et du coup, entre autres, on a proposé un side event pour le meeting de l'ONU sur le United Nations of Rivers, avec l'idée qu'il faudrait donner voix aux rivières et pas seulement penser du côté de l'homme, de l'être humain, mais aussi du côté de la nature. Et on a mentionné les ecosystem services, les services de l'écosystème. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut commencer à réparer pour que les systèmes s'aident eux-mêmes. Et je pense que là, il y a une opportunité. Si quelqu'un est intéressé, contactez-moi. Je serai heureuse d'en dire plus. Merci. Je vais sauter complètement de sujet. L'année dernière, j'avais demandé à François, qui est là, en lui disant qu'il y a 5 ans à peu près, il nous avait présenté à Dunkerque ou je ne sais pas quoi, à la sortie du port, en fait, des camions électriques avec comme les trams et qui effectivement partaient du port et allaient jusqu'à une plateforme multinodale où ensuite voilà le train ou ce que tu nous avais montré, alors je me souviens plus qui avait fait ça, mais c'était extraordinaire et 5 ans après, ça n'existe pas. Pourquoi ? Carola, ça ne marche pas, ça ? Je ne sais pas exactement. Mais... Alors, de ce que j'ai vu, les démonstrateurs, effectivement, ils continuent d'être des démonstrateurs. Le passage à l'échelle, il semblerait qu'il y ait des choses qui soient passées du côté de Shenzhen, mais c'est un peu plus compliqué d'accès depuis 3 ans pour en vérifier la matérialité. Par contre... là, c'est une boîte allemande qui avait fait ça. Oui. Ouais. Voilà, mais c'était... Voilà, c'est dommage parce que je ne vois pas vraiment pourquoi ça ne peut pas se faire. Puisque c'était sur 100 km, donc c'était pas énorme. Oui, et il y a des villes qui ont un besoin, et peut-être que Carola embrayera sur ce sujet, extrêmement vital, en particulier comme Marseille, de par l'enclavement du grand port de Marseille. Sur Nice, des solutions avaient été envisagées en mode prototype, en couplant avec un système de téléporté, donc comme des télécabines à la montagne. Je crois que ça a été aussi envisagé sur Barcelone. Mais ces dispositifs font un mal absolu à passer à l'échelle. Et pourtant, en France, il est censé y avoir, à travers le dispositif territoire d'innovation, des véhicules financiers pour accompagner les porteurs de projets. Mais force est de constater que ça n'aboutit pas. On en profite. Je ne suis pas sûre que je peux répondre à la question parce qu'on a un autre expert là, mais je voulais dire,
ce qui m'a fasciné à Dunkerque, et je vais aller dans une autre direction, c'est la recherche que la GUR a fait avec le canvas industriel, la toile industrielle. C'est-à-dire de commencer à une échelle du territoire, au moment où on essayait d'enlever la raffinerie totale du territoire, de dire il y a toutes ces entreprises-là qui vont tomber si Total est enlevé. C'est-à-dire on voit un système global qui agit sur un point, mais dans la région, dans le territoire, ça a un effet énorme. Et cette étude que Lagur avait fait, ils l'ont refait aussi au niveau de l'eau. Il y a des choses qu'on a appris de cela, parce que Jean-François Verreyck m'a raconté récemment, si on prend l'eau qui est expulsée des polders, parce qu'on a toujours expulsé l'eau dans la mer, c'est à peu près le même montant que l'eau industrielle qui est utilisée dans la région. Alors si on pensait à cette échelle, on pourrait très bien combiner ces systèmes. Et c'est pour ça que tout à l'heure la question, je pense que c'est au niveau régional, territorial, et en changeant notre point de vue, de dire, voilà, il y a deux systèmes, mais comment est-ce qu'on peut les intégrer? Bon, ça c'était un peu le point que je voulais faire, c'est peut-être pas la réponse à la question. Oui. François, tu as une question? Ah. Oui. Yannick? Ah. Je vais en profiter puisque Yannick ne parle pas. Il faut voir, enfin, on prend le Vélic par exemple. Non. Je suis désolé. Est-ce que vous m'entendez? Alors, moi, je vous entends plus. Excusez-moi, c'est vraiment très compliqué. Je ne sais pas si je parle tout seul, mais je suis en train de parler des échelles de temps et des inerties. Le monde maritime s'est pris en main et donc j'ai expliqué que finalement des scrubbers qui sont installés maintenant de manière systématique sur les navires déjà en place, aux solutions de transfert vers le LNG, vers le méthanol, vers l'hydrogène commercial demain peut-être sur les courtes distances et notamment dans les pays scandinaves, on n'est plus à l'échelle du test, on est à l'échelle vraiment de développer en batterie certaines solutions de décarbonation. Ce que je vois dans tout ça, c'est qu'on a quand même un télescopage entre une urgence qui a été très bien décrite par les précédents pénalistes, face à la réchauffement, et donc avec ses impacts, et l'inertie d'une durée de vie d'un navire de 25 ans, considérant que les solutions qui sont en place, et peut-être celles que demain, avec les nouvelles technologies, le permettront d'accélérer, mais on sait que de toute façon, on a véritablement un très très gros coup dans la raquette, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager, et d'ailleurs le bureau d'enregistrement international norvégien explique qu'à l'horizon 2030, on aura décarboné seulement 5% de la flotte mondiale. Donc on a véritablement une nécessité d'accélération, de mettre en place des outils financiers, des mécanismes aussi réglementaires et législatifs à l'échelle planétaire et pas simplement des initiatives locales ou régionales, pour que finalement ce soit véritablement une prise de conscience collective qui finira quand même par la douloureuse, c'est-à-dire que chaque consommateur final devra payer beaucoup plus cher pour avoir un accès à des produits transportés par la voie maritime. Vous allez avoir un transfert nécessaire et indispensable vers le consommateur final qui fera aussi ses choix. Et là encore, on revient au Vélic. Acheter moins, acheter mieux avec des produits traçabilisés comme vous avez aujourd'hui de 1 à 5 sur la qualité du produit que vous allez consommer par rapport à son teneur en gras, teneur en graisse, etc., vous allez avoir ce même type de score sur la consommation de CO2, sur la consommation globale de l'énergie transportée par produit.
ça existe déjà à l'échelle de test, mais demain, ce sera systémique. Et finalement, le Vélic sera largement en avance. Et je conclurai juste d'un mot en disant il est véritablement regrettable que, par exemple, à l'échelle de la France et du Grand Ouest français, où nous avons quand même plusieurs initiatives de différentes natures qui utilisent la voile et tout du moins le vent comme solution alternative, on n'est pas une stratégie française d'accompagnement qui fasse que la France se révèle être le champion du monde du Vélic de demain, quitte à ce que ce soit des petits volumes et des grandes valeurs, des petits volumes et des grandes valeurs. Et je pense que ça, c'est aussi une prise de conscience politique qu'on doit avoir avec des réformes réglementaires, des mesures incitatives, pour être en cohérence avec la volonté de vraiment réduire la décarbonation, enfin d'accélérer la décarbonation du maritime et réduire les pollutions générées par le transport maritime et fluvial à l'échelle de la planète. La première chose qu'il faudrait déjà, c'est que quand on mesure la pollution des bateaux, on ait des instruments de mesure ou des échelles de mesure qui soient cohérentes. Moi, je prends un exemple qui, aujourd'hui, je prends 3 containers partant de Chine, mettons de Shanghai, pour aller jusqu'en Europe, mais au Havre, pas tant qu'à faire, puisqu'on y est. Si je prends 3 containers sur 3 compagnies différentes et que je leur demande la quantité de CO2 dépensée par container, je vais avoir 3 chiffres qui seront du simple au triple. Déjà. Donc, pour l'instant, on n'a pas cette stabilité de la mesure qui va permettre de dire si on avance pas ou si on recule. Voilà. Donc, alors, ça vient doucement. Il y a des normes internationales qui commencent à se mettre en place, mais ça sera déjà un premier travail. Le deuxième travail, c'est qu'effectivement, la vitesse de déploiement des nouvelles solutions ne va pas à la vitesse d'Internet. C'est-à-dire que si on en a parlé, si on prend par exemple le GNL, bon, on nous a dit, quand on a commencé à réfléchir à ces questions, on a dit le GNL, c'est génial, c'est super, etc. Le Rodolphe Saadé, qui est le patron de CMA-CGM, il a cru à ce qu'on lui disait, il a acheté 28 bateaux à 100 millions de pièces, donc c'est quand même pas rien. Bon. Et puis, quand les bateaux ont commencé à sortir, 4-5 ans après, on dit « Ah ouais, mais un bateau GNL, ça pète comme 30 millions de vaches, ça met du méthane partout. » Non, 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 il ne faut pas ça. Il faut passer à l'hydrogène, qu'on est absolument incapable pour l'instant d'utiliser sur des très grands navires. Il n'y a pas un bateau qui vient du Canada pour faire de l'hydrogène avec de l'hydrogène. Ah non, mais attends, mais on sait faire des bateaux, on sait faire même des bateaux de plaisance avec de l'hydrogène. Mais entre propulser un bateau qui fait 10 mètres ou 15 mètres et qui pèse quelques tonnes et propulser un porte-container avec 23 000 boîtes qui fait 240 000 tonnes, il y a une légère différence qui fait que c'est pas faisable actuellement. Bon. Et donc Rodolphe Saadé s'est fâché. Il dit attendez, vous êtes gentil. Moi, j'ai mis 28 bateaux à 100 millions au GNL et maintenant on me dit non, le GNL c'est pas ça, il faut passer à l'hydrogène. On n'est pas sur les mêmes échelles. Hein. Et l'échelle industrielle, parce qu'on va considérer que son activité c'est une échelle industrielle, elle n'est pas l'échelle des penseurs d'Internet. Voilà. Et donc ça pose un vrai problème. Voilà. Par contre, si on regarde sur la partie vélique, c'est vrai qu'en France, on a actuellement des entreprises, plusieurs, qui sont vraiment des championnes dans ce domaine et qui sont en train de faire des belles réalisations. Hein, le premier bateau à voile, c'est le grain de sel, le fameux grain de sel. Bon, le grain de sel en question, c'est une très belle opération faite par un chocolatier, mais qui porte 50 tonnes, contre 240 000 tonnes. Alors c'est en ça qu'évidemment ce que dit Yannick, c'est vrai, c'est que de là à tout passer à la voile, il ne faut pas rêver. Hein. Mais donc il va y avoir, probablement, pour chaque mode de carburation, il va y avoir des domaines applicables qui seront pertinents et d'autres qui ne le seront pas. Donc on n'aura pas un seul système, il ne faut pas rêver. Bon. Moi je vois arriver l'ammoniac, par exemple, comme solution décarbonante. C'est sympa l'ammoniac, hein, mais si tu mets le doigt dedans, tu perds le doigt. Hein. Bon. Donc on se dit, un bateau qui coule avec une cuve à l'ammoniac, les poissons, ça va leur faire drôle, tu vois. Parce que l'ammoniac, ça se dissout tout de suite. Alors que l'avantage du pétrole, même si ça coule un peu, on l'a vu sur certaines belles pollutions, mais globalement, ça fait des boulettes. Et, donc voilà. Alors, après, voilà, on est sur plein de sujets comme ça, plein de sujets chimiques, techniques. Pourquoi on met du soufre dans le pétrole?
C'est pas simplement qu'on a envie de mettre du soufre dans le pétrole. C'est que le soufre, il stabilise le pétrole. Donc quand il n'y a plus de soufre dans le pétrole, enfin dans le fuel lourd utilisé par les bateaux, il n'y a plus de stabilité du fuel. Donc voilà. Et si on s'enlève tout ce fuel lourd qui est le fond des vapocraqueurs, donc quand on prend du pétrole et qu'on le distille, bon, on fait de l'essence, on fait du kérosène, on fait du gasoil, on fait tout plein de choses, et à la fin, il y a le fuel lourd. Si les bateaux ne crament plus ce fuel lourd, on va en faire quoi? Là, on va pouvoir faire des montagnes. Tu vois, donc voilà, tous ces problèmes, ils sont fort complexes, c'est vrai. Ils ne peuvent pas se résoudre en un quart d'heure. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre d'idées qui paraissaient bonnes, eh ben, finalement, sont difficiles à mettre en place. Tu citais l'exemple des camions avec des pantographes. C'est vrai que ça paraissait une bonne idée. Ça a été testé. Je peux même te dire que aujourd'hui, en France, des gens réfléchissent à ça sur une liaison extrêmement importante, puisqu'elle me touche de près, qui est Bordeaux-Arcachon, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, d'abord parce qu'il faut mettre des pantographes sur les autoroutes, ce qui est quand même pas simple. Après, il faut que tout le monde passe dessous. Après, il faut que les camions qui sont équipés soient capables de faire autre chose que simplement la ligne avec les pantographes. Voilà. Exactement. Et donc, pour l'instant, c'est vrai, c'est une solution qui n'est pas retenue, qui n'est pas passée. On peut parler aussi des trams fret. C'est vrai qu'on a pas mal de trams dans les villes. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont réussi à mettre en place un système de fret avec les trams, pour plein de bonnes raisons. Là, on pourrait y passer la journée. Voilà. Donc, beaucoup de solutions sont testées, et pour moi, la période actuelle, pour le maritime, elle ressemble un peu à ce que c'était pour l'aviation dans les années 1910-1930. Tu vois. On voyait plein d'appareils différents, des ailes en dessus, des ailes en dessous, enfin, des moteurs dessus, tout ce qu'on voulait, du bois, de la toile et tout. Bon, puis finalement, on est arrivé aux avions qu'on connaît aujourd'hui. Et donc je pense que ça sera la même chose. Et dans certains cas, on arrivera à dire l'électricité c'est bien, probablement par exemple pour des ferries qui ont des trajets courts et qui peuvent se recharger régulièrement. De l'hydrogène, le problème de l'hydrogène, c'est que pour l'instant on ne sait pas bien le comprimer, donc il faut beaucoup de volume. Et s'il faut un bateau derrière pour transporter l'hydrogène du bateau qui est devant, ça ne le fera pas. Voilà. Ouais, c'est des choses qu'on connaît dans l'armée avec les navires avitailleurs, mais bon, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. Pour l'armée, c'est bien, mais pour les autres, c'est pas terrible. Et puis, encore une fois, sur les voiles, il y a beaucoup de techniques qui sont en utilisation. On en parlera d'ailleurs demain. Mais là encore, on n'a pas la solution qui va vraiment permettre de faire des transports dans des conditions acceptables. Parce que pour le reste, moi j'appelle ça, enfin je ne suis pas le seul, Dunkerque, on parle comme ça. On dit les PUMA. C'est les projets utiles, mais ailleurs. Et ça, il y en a des tonnes partout, tu vois. On veut bien de l'éolienne, mais pas chez soi. On veut bien qu'elle soit en mer, mais pas devant les poissons. Enfin bref, voilà, tu vois. Je te reprends parce que tu es capable de parler pendant des heures, mon cher François. Merci. Oui, ça marche. À toi. Oui, François avait parfaitement raison sur l'évolution des technologies. Ça lui arrive. Néanmoins, je l'expliquerai un peu plus à fond demain, naturellement. Mais concernant l'hydrogène liquide, on a une solution qui est en cours de recherche qui va aboutir bientôt. On aura des annonces prochainement avec nos amis Schulz, c'est la véritable révolution du transport d'hydrogène, qui est le vrai problème, comme tu l'as justement dit, François. La deuxième est celle de l'ammoniac. Alors, il faut savoir que nos amis chinois et coréens, eux, ils ne s'embarrassent pas. Ils sont déjà en train de fabriquer une flotte de navires, tout comme le Japon, une flotte de navires à ammoniac, sachant que lorsqu'on produit de l'hydrogène compétitif, c'est là la clé, c'est l'énergie primaire et décarbonée, on produit de l'hydrogène compétitif, avec le cycle Haber-Bosch, on sait très bien produire de l'ammoniac, le transporter, etc. Aujourd'hui, c'est un marché mature de 300 milliards d'euros par an, dont notre ami Adamo est le spécialiste. Voilà, c'est tout. L'ammoniac arrive déjà dans le transport maritime. Non. Peut-être pour revenir à la question ville-port avec laquelle on a commencé, et parce que toutes ces questions, quel carburant pour les bateaux a aussi un impact sur les territoires à côté, que ce soit des villes ou la mer ou la terre. Et comment on calcule l'impact ou l'impact négatif, ça change aussi
avec quelle balance on le compense. C'est-à-dire quand on regarde, j'aime bien ce site web windy.com où on voit tous les vents qui tournent, mais on voit aussi quelle pollution est dans l'air. Et on voit très bien tous les trajets maritimes, que ce soit sur la mer ou au côté des côtes. Là où ça touche la terre, où il y a des populations entières comme à Rotterdam qui sont dans l'air parce que cet air pollué ne reste pas dans le port, ça va partout. C'est là qu'on doit regarder autrement, je pense, l'impact et les choix de pétrole qu'on fait. Et on voit parfois que certaines régions qui sont dans cet air pollué ont peut-être une expectation de vie plus grande que certaines d'autres. C'est-à-dire qu'il y a d'autres critères, c'est jamais qu'un seul critère. Si on compense par, on a des meilleurs supermarchés, on a des meilleures écoles, on a, je ne sais pas, même l'impact de l'air peut être dilué en quelque sorte, ou le passage de bateaux qui sont dangereux à côté dans les rivières ou à côté des côtes a un tout autre impact. Et je pense qu'il faut voir sur toute cette échelle où on se trouve, avec quel impact, sur quel territoire. Oui, vous avez complètement raison. Du reste, vous verrez tout à l'heure dans le film de Tobias que se pose la question... Ah, c'est pas le même? Non. Ah, c'est pas. Ah, non, non. Ce soir. Explique-nous celui de l'année dernière où effectivement, dans ton voyage, on voit au niveau des mines les gens dire mais c'est bien si on utilise la mine, ben on va avoir de l'argent, on va avoir des moyens, on va avoir, mais bien entendu, au niveau du durable, c'était pas très bon. Oui, bah c'est vrai que ça rejoint peut-être un petit peu cette problématique de lien, société. Le film l'année dernière, L'Appel de l'Arctique, ça a retracé notre première expédition au Groenland. Et notamment dans une petite ville de 1000 habitants dans le sud de ce pays où il y a avait un gros projet de développement de terres rares, voilà, qui est une ressource stratégique maintenant parce que la Chine en détient la plupart du marché. Et c'est vrai que cette ville, puis ensuite le pays, à travers le vote démocratique, s'est opposé contre l'ouverture de cette mine, alors que leur problématique numéro 1 dans le pays, c'est l'emploi. Donc ils veulent des emplois, ils veulent du travail, ils ne sont pas contre des mines, mais dans quelles conditions et ils ont décidé de refuser ce projet-là, qui était un projet porté par une entreprise chinoise. Et par exemple, en termes d'implantation et d'impact, la mine se trouve à 3 km au-dessus d'une ville de 1000 habitants, mélangée avec de l'uranium, avec des pollutions potentiellement pour la pêche, qui est l'activité principale locale, et la pollution potentiellement de leur eau, et 3 ans de construction avec 3000 personnels chinois sur place. Donc voilà, c'est vrai que ces enjeux-là ne sont pas toujours simples. Ouais. Et puis on finira parce que après ça on a une pause et pendant la pause on a la possibilité de voir un livre tout à fait intéressant écrit par toi Nicolas. Donc vas-y, finis. Grand merci. Je parlerai effectivement suffisamment de mon livre Plaidoyer pour un monde durable un peu plus tard pour pas avoir à perturber le débat avec ceci. Je voulais revenir sur certains fondamentaux qu'on n'a pas évoqués. D'ici à 2025-2026, on doit avoir 30% de la surface océanique mondiale qui est couverte par des aires marines protégées, qu'on dit à protection forte et en réseau. D'un point de vue purement opérationnel, le transport à la voile a une utilité par rapport à ces aires marines à protection forte. C'est que si on écoute les Américains, donc aujourd'hui la France est en train de lutter contre le fait que les aires marines à protection intégrale et à protection forte soient aux standards internationaux en ayant des aires marines facultatives sur la base du volontariat, mais normalement on n'y navigue pas au moteur.
et pour de bonnes raisons, qui sont le bruit sous-marin et la pollution. L'avantage du système vélique, c'est qu'il risque de pouvoir permettre aux navires qui en sont dotés de traverser sans dérogation et pour un futur moyen, un futur long, ce sujet-là. Le deuxième avantage, et je fais un petit peu de provocation, c'est que c'est interopérable. Et aujourd'hui, quand on est à l'échelle mondiale, quand on voit déjà les différences de performance énergétique pour produire de l'hydrogène ou de l'ammoniac selon les points du continent, les navires, au moins qui font des routes régulières, vont pas pouvoir s'embêter à avoir une versatilité accrue. Et donc, vraisemblablement, on est effectivement, je rejoins complètement François, sur un dispositif où tous les choix sont ouverts, mais où d'ici 5 ans, on verra beaucoup plus facilement quelque chose d'émerger. Et du côté du chargeur, on a toujours un problème. C'est que le langage que tous les chargeurs internationaux parlent, ça s'appelle les incoterms. Ben, vous prenez un incoterm et vous essayez de faire passer que vous voulez avoir une performance énergétique donnée, voire que vous privilégiez le transport à la voile ou que vous privilégiez le GNL ou un label. Demain, il y a des solutions possibles qui nous seront présentées, mais aujourd'hui, pour le donneur d'ordre lambda qui est en train de commander son produit, on a un problème. Et là, je considère que aussi dans le rôle des ONG et des sociétés civiles, il faut qu'on soit plus investi pour se dire que le consommateur doit être aidé dans ce choix. Le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est qu'on a parlé de l'absence de stratégie nationale mer et littoral en France sur un certain nombre de sujets. Il y a un truc qui tombe bien, c'est qu'il y a un débat public qui est fait pour son actualisation. Aujourd'hui, je pense que quand on n'est pas un spécialiste, on ne va même pas trouver qu'il y a un débat public sur le sujet et que la stratégie nationale mer et littoral doit être actualisée sous 3 mois. Donc du coup, n'hésitez surtout pas à faire valoir vos contributions parce que l'expression démocratique, c'est aussi d'arriver à recueillir ces points et effectivement la stratégie nationale mer et littoral telle qu'elle est lacunaire sur un certain nombre de sujets et notamment illustre des absences de vision dont on a vu qu'elle faisait cruellement défaut, mais du coup on a une fenêtre de tir pour déposer les cahiers d'acteurs et les contributions. Parfait. Merci Nicolas, merci à tous, merci à Tashkent parce que quand même on a pu entendre. Donc merci à tous et donc la pause et le livre. Voilà, donc pendant la pause, je vais présenter Plaidoyer pour un monde plus durable. C'est un livre qui préfigure une collection Repenser la planète, pas avec un E comme le penseur, mais avec un A, comme celui qui contribue à soigner et à réparer. Il est très court, 2 chapitres, 100 pages, comprendre et agir, et il cherche à être à l'image de la couverture, c'est-à-dire que même si on ne sait pas vraiment où on va, être suffisamment enthousiasmant pour continuer à faire le chemin en ayant l'énergie et la volonté d'agir qui est ce qui nous meut aussi ici. Parfait.